Merci beaucoup d'être présent ce matin. Ça fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler des opportunités de propulser l'économie québécoise à l'international. On a un panel composé de gens exceptionnels. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous. On a à la fois l'expérience gouvernementale, l'expérience d'investissement, l'expérience d'affaires, notamment avec l'Asie, mais aussi deux entrepreneurs qui sont sur le terrain et qui ont des expériences très, très pertinentes à vous partager, qui, espérons-le, vont permettre d'inspirer certains à entamer des démarches et des démarches de diversification des marchés. Maintenant, compte tenu de l'horaire, on va essayer d'être assez rapide, mais d'entrée de jeu, je dirais que, vous le savez, je suis PDG de Manufacturier Exportateur du Québec. C'est certain que la période actuelle est pas facile, mais il y a quand même de l'espoir, il y a des solutions. Il faut qu'on prenne ce moment-là qu'on a pour changer des choses et voir la lumière au bout du tunnel. Évidemment, j'ai de l'air très positive en disant ça, mais il y en a des solutions et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on veut se pencher principalement. Mais pour commencer, on va quand même prendre le temps de faire un petit tour de roue avec nos invités pour voir un peu leur perspective sur la situation actuelle, sur comment ça se passe réellement sur leur terrain, leur perspective. Je vais passer la parole à Mme Biron pour commencer parce qu'on est très chanceux d'avoir notre ministre des Relations internationales avec nous. Donc, Mme Biron, comment ça se passe? Comment vous voyez, c'est quoi vos principaux constats de la situation tarifaire, notamment en ce moment? Bien, merci d'abord, Julie, et merci de cette invitation-là et de l'opportunité de vous partager ce qu'on fait au Québec, parce qu'on fait beaucoup de choses. Et cette crise tarifaire, à certains égards, on l'avait vu venir. En fait, c'est-à-dire que le Québec était en action depuis, je dirais, la guerre en Ukraine, parce qu'on voyait que la géopolitique mondiale était en train de se refaire, de se redessiner, et que le Québec avait des opportunités. Alors, bien sûr, quand la nouvelle administration a été élue aux États-Unis, bien là, la pression est devenue beaucoup plus forte parce que c'était à côté de chez nous et on a vu les réactions très émotives et très difficiles chez nos entrepreneurs, chez les travailleurs, mais chez la population en général. Alors, au Québec, on devait y voir. On a un réseau international exceptionnel au Québec. On a 34 bureaux dans 19 pays du monde. Et là, on a envoyé des signaux, on a redéployé le réseau pour s'assurer que les bons éléments étaient aux bons endroits. On a rehaussé certains bureaux, comme par exemple Washington, D.C. On s'est dit, c'est là que le politique est. Ça nous prend des oreilles, ça nous prend des antennes. On doit savoir quelles sont les lois, quels sont les règlements, quels sont les décrets qui s'en viennent pour être capable d'avoir le plus de prévisibilité possible. L'autre aspect qu'on a développé, et c'est comme ça en Europe, en Asie, mais aux États-Unis, on a 9 bureaux, on s'est mis dans un blitz de diplomatie pour expliquer la situation et à quel point les tarifs était dur sur nous, mais en fait, ce qu'on dit, c'est un tarif sur nous, c'est une taxe sur vous, les Américains. Hier, j'étais au Nouveau-Brunswick. Il y avait là une rencontre avec les gouverneurs du sud-est des États-Unis, majoritairement des républicains, et avec le leadership du Québec, on a envoyé nos messages. Et c'est vrai que le travail que vous faites de représentation est peut-être moins visible que d'autres choses, mais il est très, très important. Et il va affecter beaucoup la suite des choses. Donc, c'est important à la fois que le Québec, le Canada soient très actifs de ce côté-là. Je retournerai vers Mme Da Silva. Ce contexte-là difficile qu'on a avec les États-Unis, comment il affecte aussi nos relations plus avec l'Asie, avec nos partenaires de ce côté-là? Comment vous voyez ça en ce moment? Comment ça se répercute? OK, merci Julie. Bon matin tout le monde. Excusez-moi, je parlais anglais, OK? First, I wanted to say this has been an incredibly frustrating environment for our Asian partners as well. I have the privilege of representing Canada on two important tables. I'm co-chair of Canada-ASEAN Business Council, and I also represent Canada on the APEC Business Advisory Council, which is 21 economies, 3 business leaders from those markets.
It's fair to say they are as frustrated and stressed as we are in Canada about this situation, but they're also reflecting on where the new opportunities are. And I would just simply say for Canada, for Quebec, and for our Asian partners, I think there's tremendous opportunity both inbound into Canada and export, and I look forward to talking about that as we proceed. Merci. On parle d'opportunités depuis qu'on est là, mais les entreprises, c'est pas toujours facile de voir ces opportunités-là dans la période actuelle. Vous savez, l'incertitude, c'est ce qui fait le plus mal en ce moment, probablement. Du côté de MEC, on a sondé nos membres et c'est clair que pour la majorité d'entre eux, c'est plus le va-et-vient dans les mesures, les changements d'orientation qui affectent. Monsieur Huneau, comment vous le voyez avec les entreprises qui travaillent avec vous? Comment elles se comportent, les investissements? Est-ce que ça va de l'avant ou on est encore au ralenti? Bien, écoutez, je pense que c'est plus important que jamais d'assurer le développement économique pour assurer la croissance durable, préserver les emplois, puis aussi s'occuper des régions. Ça c'est la clé. Au début de la crise tarifaire, on a sondé nos entreprises. Je vous dirais que le niveau d'inquiétude était relativement modéré. C'est sûr qu'il y avait des secteurs qui étaient plus touchés. Par contre, le retour qu'on a eu, c'est que les gens avaient soif de pouvoir développer des nouvelles opportunités, que ce soit au Canada ou dans le monde. C'est sûr qu'il y a un ralentissement des investissements, puis ça, c'est indéniable. Et éventuellement, ça peut nous rattraper en termes d'innovation. C'est-à-dire qu'il va y avoir moins d'investissements. Donc, en innovation, en productivité, puis hier, il y avait plusieurs panélistes qui disaient qu'on est passé de la 8e à 16e position en productivité. Donc, à long terme, il y a un impact. Un autre indice qui est important pour nous, au Fonds de solidarité, le reprenariat, la protection des sièges sociaux, c'est super important. Là, en ce moment, les valorisations sont un peu moins bonnes. Donc, on pense que ça peut nous rendre vulnérables par rapport à des rachats étrangers. Puis soyons honnêtes, là, s'il y a des fonds américains ou des stratégiques qui viennent au Québec et qui regardent nos entreprises, ils ne regarderont pas nos derniers de classe. Ils vont commencer à regarder nos fleurons. Et ça a un impact. Et le ralentissement du transfert des entreprises a aussi un impact au niveau de la productivité. Parce que quelqu'un qui commence à faire un transfert d'entreprise, ça peut prendre de 2 à 5 ans. Qui commence à penser qu'il veut vendre son entreprise, bien, il ne commencera pas à dire « je vais investir dans ma productivité, numériser ma chaîne de montage ». Puis il va dire « ça, c'est de l'argent qui va sortir de ma poche, puis c'est le prochain qui va récolter ». Donc, ça a un impact important. Puis je tiens juste pour le bénéfice de tout le monde, là, juste l'année prochaine, des entreprises de 50 employés et plus, il y en a 1000 qui vont être vendues. 6 000 dans les 5 prochaines années. Donc, c'est important de supporter nos entreprises et plus que jamais de les aider à diversifier leur marché puis leur donner la capacité de pouvoir croître de façon cohérente. C'est un excellent point, puis je dirais que c'est encore plus vrai dans le secteur manufacturier où on a à peu près le quart des travailleurs qui ont plus de 55 ans. On est plus âgés que la majorité des secteurs. Donc, on vit beaucoup ce défi-là. Maintenant, on a 2 entreprises avec nous, puis je veux vraiment entendre votre perspective. Moi, je la connais. Hein? Je veux qu'on la partage à la salle, car on a des expériences qui sont quand même... on entend beaucoup de choses hein, dans les médias. On a des témoignages de toutes sortes. Certaines entreprises qui vivent des très grandes difficultés actuellement, certaines qui sont pas dans les mêmes circonstances. Donc, peut-être... Madame Harvey, pour commencer, sur comment vous vivez la période tarifaire qu'on vit actuellement? Peut-être juste pour placer la compagnie, on est un équipementier, Epic Machinerie, donc le plus gros équipementier pour les alumineries et aussi les pâtes et papiers au Canada. On est un gros exportateur, 70% de notre chiffre d'affaires est à l'extérieur du Canada. Et naturellement, un de nos plus gros marchés était les États-Unis jusqu'à tout récemment. J'aimerais revenir sur ce que la ministre Biron a dit. Bien, le protectionnisme, on l'a vu arriver avant Trump. Hein. On avait vu, nous, c'était tout de suite après la COVID, on a dit « oups, il va falloir s'approcher de nos marchés clés ». Et puis, quand on dessert les alumineries mondiales, bien, le marché clé, c'était l'Inde, c'était le Moyen-Orient. Donc, on s'est beaucoup déporté, ce qui a fait que le pourcentage versus les États-Unis, on s'est approché de nos clients ailleurs dans le monde, puis
On a connu une énorme croissance. Donc, au net, on n'avait pas baissé notre chiffre d'affaires avec les États-Unis, mais on a baissé notre dépendance. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup moins vulnérable parce qu'on avait pris cette décision-là et pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'était simplement une stratégie d'entreprise qu'on avait poussée. Donc, beaucoup moins affecté que peut-être d'autres manufacturiers pourraient l'être aujourd'hui. Et je veux juste revenir, les tarifs, c'est une chose. Quand on est en entreprise, si on se fait dire qu'on se fait mettre un tarif de 25 ou de 50 % on va prendre des décisions d'affaires. L'incertitude, vous avez raison, c'est ce qui fait le plus mal. C'est ce qui fait mal à notre capacité à investir, à prendre des décisions. Donc, je pense que je n'ai pas besoin d'allonger sur cet aspect-là, mais comme chef d'entreprise, c'est l'incertitude qui est la plus difficile à gérer. Oui, effectivement. Monsieur Nollet? Oui, bien nous, on est une compagnie, on est la première compagnie à avoir développé l'eau d'érable, d'avoir embouteillé de l'eau d'érable et l'exporter à l'international. La compagnie, c'est Maple Tree. Aux États-Unis, pour nous, ça n'a pas été vraiment une problématique au niveau de nos exportations, convenu qu'on avait déjà fait notre démarchage, contrairement à plusieurs compagnies qui commencent par les États-Unis. Nous, on a été le plus loin possible. On a commencé en Corée, en Chine, Japon, Singapour. Et ça l'a vraiment, c'est là qu'on a fait reconnaître ce produit qui est emblématique-là à l'international. Puis c'est là aussi que les gens ont vraiment découvert que c'était un produit qui était pur, provenant de l'arbre et tout. Là-bas, on s'entend que c'est des grosses populations qui sont très importantes, des grosses concentrations de gens. Et on vendait quand même, mais plus en ligne aux États-Unis. Et dans l'année, autrement dit, les élections américaines, on a développé un partenariat avec un partenaire américain. Ça a pris, je dirais, une grosse année avant qu'on fasse notre plan de commercialisation aux États-Unis puis notre stratégie d'introduction, parce qu'introduire aux États-Unis, on s'entend que c'est pas comme introduire un marché local, là, c'est beaucoup plus complexe. C'est très dispendieux aussi. C'est soit que c'est ça que ça passe ou ça casse. C'est un peu ça, les États-Unis. Un marché très intéressant, mais quand même très difficile à percer. Alors, un peu comme Héloïse elle a dit, on a anticipé durant notre année de négociation, on en parlait avec notre partenaire, qu'il pourrait y avoir certaines incertitudes de négociation géopolitique avec notre ami Donald Trump. Et alors, on a tout simplement été de l'avant à peu près de moins de 50 % de nos commandes qu'on avait aux États-Unis, justement pour rétablir un peu, on va dire, la paix entre les deux pays et se faire une stratégie, faire une introduction. Vous savez, quand on exporte dans des pays, il faut être extrêmement visionnaire et extrêmement stratégique, surtout sur nos liquidités. C'est vraiment la base qui fait que, bon, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas? Puis avec les Américains, c'est souvent, il faut se mettre un petit peu all-in pour percer ce marché-là. Mais pour nous, ça ne nous a pas affecté parce qu'on était vraiment déjà en Asie. Puis ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Puis c'est pas si compliqué autant qu'on puisse le penser de faire affaire avec les Asiatiques. On a eu certaines problématiques de réglementation. C'est un petit peu normal. C'est une autre philosophie de marché. Mais bon, on aura la chance d'en parler un peu plus tard. Ben oui, ben je m'en allais là-dessus. Depuis le début de la crise tarifaire, on parle de différentes solutions à mettre en place pour les entreprises. La diversification des marchés, je pense que c'est peut-être la plus facile à exprimer publiquement, donc c'est celle qui revient probablement le plus souvent dans l'actualité. Mais on a des entreprises pour qui c'est plus difficile que d'autres ou qui voient ça comme une très grosse montagne. Ils ne savent pas par où passer, pas parce que, puis là, je vais être gentille avec la ministre, pas parce qu'il n'y a pas des bons programmes gouvernementaux pour les aider, mais parce que c'est quand même quelque chose de gros à entreprendre comme perspective d'affaires. Hein. On connaît notre environnement ici, on connaît nos clients américains. D'aller partir quelque chose de nouveau, c'est compliqué. Mais on a deux exemples intéressants ici. Peut-être
Peut-être, Madame Harvey, pour commencer, là, vous, quand vous êtes rapproché de vos clients, c'est bien, mais comment vous avez, par quelles étapes comment vous êtes parti au début? Là? Comment vous avez entamé ce processus-là? Puis qu'est-ce qui a été peut-être les défis les plus importants dans On a combien de minutes encore? Non, non. Je vais commencer, je vais essayer d'être rapide. Moi, je l'ai toujours vu comme une gestion du risque. Donc, la diversification, que ce soit au niveau des industries qu'on servait ou des marchés où on était, il fallait toujours diversifier, même avant la crise dans laquelle on se retrouve. Donc, gestion du risque, ça a toujours été la façon ou l'élément qui a aligné la stratégie pour Epic Machinery. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? Au départ, on exporte. On avait commencé sur les États-Unis. Une personne qui part avec sa valise, qui va aller cogner aux portes des Américains, qui leur dit « C'est aussi bon pour vous que pour le Canada. S'il vous plaît, achetez mes produits. » Le support se faisait relativement bien. C'est peut-être différent, puis j'ai hâte d'entendre aussi l'expérience asiatique, parce que quand on est avec les États-Unis, souvent on est sur les mêmes fuseaux horaires ou pas très loin, c'est des cultures pareilles, etc. Donc c'est sûr que le réflexe premier d'aller vers nos amis américains a toujours été là, et ça a été le nôtre aussi. Maintenant, le marché ensuite qui vient relativement facilement, c'est l'Europe. Encore une fois, au niveau de la culture, pour plusieurs des pays européens, on retrouvait ça. Là, on envoyait quelqu'un avec une valise, mais on se rendait compte, ça fonctionne. Excusez-moi, là, je simplifie beaucoup la chose, là, mais les États-Unis, c'était on rentre, on ressort, on fait des ventes et on supporte à partir du Canada. Quand on a commencé à aller en Europe, bien, ça ne pouvait plus fonctionner comme ça. Alors, on a finalement demandé à un de nos employés d'aller s'asseoir, un vendeur officiellement, en Europe et développer le territoire européen. Et là, il fallait être là à répétition. On s'est trouvé des partenaires distributeurs sur place et ils assuraient aussi le service de nos équipements. Parce que de l'Amérique du Nord, ça devenait beaucoup trop complexe de servir. Ensuite, on a commencé à vendre en Inde et au Moyen-Orient. Et là, c'est là qu'on s'est établi aussi des facilités au niveau de la production, donc de fabriquer localement. Et éventuellement, on a ajouté l'ingénierie, l'automatisation, la digitalisation. Donc aujourd'hui, on est capable, à partir de ces marchés clés, d'offrir totalement exactement ce qu'on fait ici en Amérique du Nord, mais à partir de nos marchés d'exportation. Je retiendrai 2 choses peut-être de ça. Les relations humaines, c'est important. Hein? En affaires, c'est pas pour rien qu'on a nos clients américains depuis longtemps, on les entretient. C'est la même chose ailleurs, il faut prendre le temps de le faire. Mais il y a aussi la question de peut-être penser à aller s'établir ou trouver minimalement des partenaires locaux pour soutenir cette... Puis c'est un excellent point, puis je termine là-dessus. En Europe, on a trouvé un partenaire distributeur et de services, alors que dans les pays, en Inde et au Moyen-Orient, on a vraiment travaillé avec des actionnaires locaux qui sont venus mettre 100% de leurs personnes à faire grandir nos entreprises. On est resté majoritaire, mais on a des actionnaires locaux qui s'investissent pour développer avec nous. Vous, M. Nollet, comment vous avez vécu ça? Je vous dirais, la première relation à l'international, ça a été la Corée pour nous. Curieusement, au nord de la Corée, il y avait des érables. Il y avait déjà une production d'eau d'érable depuis des millénaires qui se faisait en Corée. On appelle l'eau d'érable en Corée Corocé. Alors, je vous dirais que c'est vraiment cet endroit-là qu'on a ciblé un peu plus que la Chine, le Japon. Puis par la suite, on a rencontré des partenaires coréens en Japon. C'est là je vais y aller un peu plus loin. Et c'est vraiment à travailler avec les délégués régionaux, faire des foires, faire connaître le produit, faire déguster le produit, d'apprendre leur culture, puis vraiment d'avoir des partenaires de confiance. Tu parlais du relationnel, c'est primordial. Il faut que ça soit simple. Si ce n'est pas simple, on n'embarque pas. Il y a beaucoup de curiosité, surtout dans le marché asiatique. C'est un marché qui est très complexe, mais au niveau de la culture, il faut vraiment la comprendre puis la maîtriser. Quand on introduit un produit canadien en Asie, en général, ça prend un produit qui est de qualité. Ça prend un produit premium. Quand on est capable d'avoir un produit premium, là, on vient juste de séduire. Comme dans notre cas, c'est un eau qui provient d'un arbre. C'est un eau qui est filtrée naturellement par les racines avec 46 minéraux. Alors, pour eux autres, c'était quand même dur à comprendre au départ
Alors, on demandait, mais comment vous la faites, cette eau-là? Vous la mélangez avec un sirop? Comment ça se fait, cette eau d'érable? De fil en aiguille, j'essayais de leur expliquer, mais ça ne rentrait pas. Il a fallu... Vous consommez le sang de l'arbre. C'est pas compliqué, c'est le sang de l'arbre. Alors, c'est l'expression typiquement coréenne et japonaise. Là, ils ont compris. Là, on s'est assis, ils sont venus voir nos érablières. On a développé une relation de confiance qui, par la suite, nous a aidés vraiment à percer le marché et à faire un plan de commercialisation, à aller vraiment cibler le marché cible là-bas et tout le réseau de distribution. Et pour ce qui est des contrats, bien, c'est long faire un contrat. Puis si on attend d'avoir le contrat parfait, bien, on ne se lancera jamais. Fait qu'on a un contrat papier qui doit être vraiment en bonne et due forme. Et on a aussi le contrat verbal. Toutes les problématiques qu'on a eues dans les 5 dernières années nous ont apporté justement à écouter ces contrats verbales-là, puis à les comprendre aussi. Si on parle de l'arrestation de la présidente de Huawei en 2018, ça a l'air de rien, mais on a comme 20 conteneurs qui ont attendu aux douanes de Chine pendant presque 9 mois. C'est dur, c'est liquidité. La COVID qui est arrivée par la suite, malgré tout, on a été capable de bien servir nos partenaires asiatiques et vraiment de rendre la marchandise à bon port, sans aucune péremption, produits qualité, etc. Puis de continuer puis de baser ces relations-là sur la confiance et de créer en fait quelque chose encore de plus solide qui nous aura renforcés avec eux puis qu'on continue aujourd'hui. Oui, puis on va revenir à la question de l'Asie dans quelques minutes, Mme Da Silva, mais il y a quelque chose que j'ai noté. Je suis pas mal sûre que la ministre l'a noté aussi, mais on a parlé des délégations. Pour percer les marchés internationaux, on a des délégations. C'est quoi le rôle? Quel genre de soutien on peut avoir des délégations? Bien, c'est intéressant ce que le monsieur de Mapletree disait, parce que dans chaque société a ses codes. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est très business. Hein. Tu arrives là, puis tu jases assez facilement avec l'entrepreneur. Il n'y a pas beaucoup de protocoles autour. Mais quand on veut faire affaire en Europe ou en Asie, en Afrique, c'est extrêmement protocolaire. Alors là, ça veut dire que les gens veulent te connaître avant de faire des affaires. En Asie, on a un bureau en Corée à Séoul qui est très au courant de ce que Mapletree fait et qui est installé là depuis 40 ans. Alors, il y a déjà des entrées qui sont faites. À Tokyo, on est là depuis 50 ans. À Paris, on est là depuis soixantaine d'années. New York, la même chose. Alors, on a un réseau et des entrées. On est des facilitateurs. Alors, si vous voulez développer vos marchés, aux États-Unis, on a 9 bureaux, mais en Europe, on a 6 bureaux avec des antennes et c'est leur job de faire ça, de vous appeler au bureau de Paris, puis on va vous aider à rencontrer des gens et sur la crédibilité et le respect que le Québec dégage, bien, ça va déjà vous donner une très belle carte de visite pour faire vos entrées sur le marché. Et c'est ça, notre travail. Oui, puis ça permet aussi aux entreprises de bien comprendre les codes, de comment ça fonctionne, d'avoir un petit peu plus d'informations sur l'aspect culturel, peut-être qu'on parlait un petit peu plus tôt. Madame Harvey, tantôt, on parlait de gestion de risque. Hein, quand on parle de diversification, quand on parle de gestion de risque, on parle de gestion de risque financier aussi. Comment une entité comme le Fonds soutient ça, cette diversification-là? C'est intéressant parce qu'au début des menaces tarifaires, on a mis en place un moratoire sur les paiements de 6 mois. Et ce n'est pas ça que les entreprises voulaient. Les entreprises, ils veulent se faire accompagner. Surtout au niveau des PME, c'est important pour eux. Ils n'ont pas les ressources pour attaquer tous les marchés, donc il faut qu'ils fassent les bons choix. Donc, nous, au fond, il y a 3 ans, on a mis en place une équipe de développement international qui aide à faire des plans stratégiques, des plans de valorisation, des études de marché, mais surtout la mise en relation. La ministre parlait de la force du réseau.
Moi, j'ai eu la chance de servir, la chance et le privilège de servir pendant 3 ans à Los Angeles. Et vous n'avez pas idée comme c'est distinct. J'ai une anecdote. On avait une visite du premier ministre. Puis on était avec le gouverneur Newsom, puis il vient nous voir à un moment donné, puis je lui explique ce qu'on fait. Puis je lui dis qu'on a un bureau à Los Angeles. À l'époque, on en avait 8 bureaux avant Seattle, un bureau à Silicon Valley. Puis le gouverneur se retourne vers ses équipes et dit, "How come these guys have two offices in California and we have none outside California?" Fait que c'est un avantage incroyable. Et surtout, lorsqu'on parle de diversification des marchés, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne s'improvise pas dans un nouveau marché, on s'investit. Donc, il faut faire le bon choix. Je reviens encore aux PME qui ne peuvent pas tellement se permettre de se tromper. Puis c'est sûr qu'avec les États-Unis, il y aura une certaine normalité qui va revenir. Mais encore à l'intérieur des États-Unis, puis si vous me permettez, Madame la ministre, on est trop souvent dans des marchés de proximité, le nord-est des États-Unis. La Californie, je reviens, je le connais bien, 5e plus grande économie dans le monde et, je n'ai pas les derniers chiffres, mais je pense que c'était juste le 8e partenaire économique du Québec aux États-Unis. Donc, c'est un marché incroyable. Vous avez ouvert un bureau à Seattle. Juste à Seattle, on a des très, très grands donneurs d'ordre qui sont présents. Donc, c'est important. Lorsqu'on regarde l'Asie, est-ce que nos entreprises, puis la réponse, c'est pas nécessairement oui, mais est-ce qu'on peut se permettre d'ignorer un marché qui représente 1 personne sur 2 de la planète? En Europe, l'accord de libre-échange que l'on a signé, il est bon, il est respecté et il y a 28 signataires. Et c'est sûr qu'on est habitué de prendre le AC 871 puis d'arriver à Paris, mais il y a 28 autres pays qui peuvent peut-être correspondre davantage à la réalité de l'entreprise, puis où on peut trouver des partenaires intéressants, puis ça, c'est la clé. En fait, c'est 27 27, pays, et il y en a 17 qui ont signé l'accord de libre-échange sur 27. Là, je veux juste m'assurer. Bon. Puis c'est intéressant parce que cet accord de libre-échange-là avec le Canada et l'Europe, il est sous-utilisé au Québec. Et Investissement Québec veut accompagner les entrepreneurs pour justement, dans nos objectifs de diversifier les marchés, à mieux utiliser les mesures à l'intérieur de cet accord de libre-échange. Puis vous avez raison, puis je me permets de souligner, nous, on travaille étroitement avec Investissement Québec, les équipes d'Hubert Lacroix, Marie-Ève Jean, ils sont extraordinaires. Il y a aussi les gens de DEC, d'Affaires mondiales Canada. Donc, le Québec a des ressources pour ces entreprises. C'est à eux de bien les exploiter et d'aller chercher de l'intelligence de marché. Donc, c'est une montagne qu'on est capable de gravir puis qu'on est capable de passer par-dessus les défis. Dans la discussion qu'on a eue, on a parlé quand même beaucoup de l'Asie. L'Asie, c'est évidemment un des plus grands marchés mondiaux à différents niveaux. On a aussi un accord de libre-échange Asie-Pacifique qui est intéressant, qui est peut-être moins connu, qui fait c'est peut-être un marché qui fait un peu plus peur que l'Europe, hein, parce que l'Europe, on est plus habitué, on connaît plus. Madame Da Silva, comment vous convainquez les entreprises d'y aller? Là? C'est quoi le réel potentiel? Pourquoi on irait s'établir en Asie pour faire des affaires? Look, we are so fortunate to have so much market access globally, as a country, as a province. And I think our challenge has been, how do we activate these trade agreements? So what I'd like to talk about, yes, we've got tremendous coverage in Asia, we've got tremendous coverage in other parts of the world. We really benefit from the representatives in Quebec that we have across these markets. But again, the question becomes, how do we help our business community activate and take advantage of this market access that's just a huge advantage? So I want to give 2 examples. I'm going to draw on work we're doing at Canada ASEAN Business Council with our government partners. The first example, Banque Nationale has been a longtime member of Canada ASEAN Business Council. I don't know how well known it is that they are the largest commercial bank in Cambodia. This provides an incredible platform and an incredible access point for us to think about how do we leverage relationships in Cambodia as infrastructure gets built, as healthcare systems get developed, as energy needs get fulfilled, as agriculture and food products are required. We can leverage that very strong success story that is Banque Nationale, both in Cambodia and throughout the region. The other, I know Laurent is here from Valin at Canada ASEAN Business Council. Last November, we launched our Nuclear Energy Working Group. These are government agencies, these are our post-secondary institutions involved in developing our workforce
It's our amazing supply chain. It's CANDO technology, Canadian technology. The focus of this group is to develop a multi-year engagement plan. Mapletree, you've been brilliant about saying you've got to get in market and build those partnerships. So what we want to do is bring together the entirety of our sector and have activation across the whole. So we've done several events. Again, I'm pointing to Laurent, who's in the front row. He's been a critical partner in this. We're very actively building the profile of our nuclear sector in that market. This year, we're actually working with the ASEAN Center for Energy and our post-secondary groups to interview the key markets for nuclear in Asia about what their educational requirements are, so that our post-secondaries like Montreal Polytechnic and others can start to form those strong partnerships that will lead to trade opportunities. But there's also a huge opportunity here back in Canada. And I had a meeting yesterday with Sylvain from Investissement Québec. I understand there's plans in Shawinigan for October for an event to pull together our manufacturing sector that have historically been part of our nuclear supply chain, to talk about opportunities to re-engage them. Tremendous growth happening in Ontario, other parts of Canada, and tremendous growth opportunities in Asia. So I think I simply want to leave on this note. We've got trade opportunities. We've got trade agreements in place. Hopefully we'll have trade in Canada soon. That's on the horizon. But I think what we need is to solve for how do we activate them, and it's working with the funds, working with our amazing business leaders who already get this stuff, and working with our government offices. We want to put a collective together to make it easier for our businesses to participate. J'aimerais juste rebondir un peu. J'aimerais qu'on dise, parce qu'on ne l'a pas nommé, c'est long, diversifier, aller dans un marché. Donc, ce n'est pas demain matin que si on veut ouvrir un marché, on va être là. Donc, ça prend de la patience, ça prend du financement, ça prend les reins solides. Alors, ce que Mme De Silva disait, de partenariat, de travailler aussi, puis ça peut être avec les gouvernements, ça peut être avec des organismes. Nous, on le fait beaucoup entre équipementiers. Je donne un exemple plus tôt quand on avait une discussion avant la conférence où, quand EPIC a décidé d'ouvrir au Bahreïn, au Moyen-Orient, nos activités, c'est parce qu'on avait une base installée qui en valait la peine. Donc, on avait assez vendu à travers les années pour pouvoir décider d'investir. On est le plus gros au Canada. Donc, personne d'autre est capable de le faire rapidement parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens. Alors, ce qu'on a fait, en groupe d'équipementiers, on essaie de se respecter et de s'aider. On a dit aux autres équipementiers québécois, si vous voulez plus de leverage au Moyen-Orient, venez avec nous. Nous, on va agir comme de la distribution à haute valeur ajoutée. On va être vos yeux, vos oreilles localement et on va supporter vos produits. Donc, vous continuez à investir au Québec, vous innovez, vous développez, mais on vient supporter votre commercialisation. Et puis, je pense que dans un autre panel, la commercialisation des innovations, c'est toujours une difficulté. Donc, on peut aussi, entre entreprises, créer des partenariats pour accélérer le développement, la diversification et la mise en marché d'entreprises qui sont un peu plus petites. Je pense qu'on a une responsabilité comme entreprise plus grande de le faire. Oui, je peux ajouter quelque chose parce que c'est vraiment intéressant ce que Mme Harvey, c'est ça, dit. Dans la situation actuelle, toute forme de regroupement ou toute forme d'action pour réussir à développer nos marchés doit être posée. Le gouvernement est là. Le ministre, ma collègue la ministre de l'Économie a mis en place des programmes Frontières, Panorama pour aider les entreprises et soutenir. Investissement Québec accompagne les entreprises pour leur donner des idées sur les différents accords de libre-échange qu'on a en Europe, aux États-Unis ou dans le monde ou avec le Mexique. Nous, on fait notre travail pour accompagner les entreprises puis faire du démarchage puis de la diplomatie. On a déposé un projet de loi dans la dernière semaine de la session pour abaisser nos barrières commerciales entre les différentes provinces du Canada pour qu'on puisse en faire un peu plus et développer davantage. Le premier ministre Mark Carney a une idée, a des projets. On embarque dans le club, mais le Québec a aussi ses contacts
et ses propres relations et ses équipes économiques sur le terrain déployées dans toutes les délégations. Alors, et quand on voit des entreprises comme EPIC prendre du leadership, bien, on travaille tous pour la même chose. Alors, ce qui est bon pour EPIC est bon pour le Québec, ce qui est bon pour le Québec est bon pour le Canada, et ainsi de suite. Alors, l'idée, c'est de travailler ensemble. Un des phénomènes les plus extraordinaires qu'on a vu avec cette crise des tarifs, c'est le maillage entre le politique et l'économique. On parlait de l'Asie, on a un bureau à Singapour, mais il y a également un bureau de la Caisse de dépôt et placement. Il y a un bureau de la Caisse de dépôt et placement à New York, il y en a un au Mexique. Quand j'y vais, ils veulent me voir maintenant. Maintenant, on veut travailler ensemble. Ça veut dire qu'au bureau du premier ministre, quand il y a eu les tarifs, la Caisse de dépôt, Bombardier, des grandes entreprises, sont tous venus, ont tous levé la main et ont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer? » Alors, c'est ça, je pense, l'idée, c'est d'être ensemble et travailler pour être capable de s'encourager, de se supporter pour qu'on puisse en faire plus. Et je trouve ça intéressant, évidemment, l'exemple de Mme Harvey, mais aussi l'exemple du nucléaire. On a des filières qui se développent actuellement au Canada qu'on pense, et au Québec, qu'on pense à la défense aussi qui s'en vient. Il y a des grands projets d'infrastructure. On a des filières complètes qui sont capables de soutenir ces projets d'infrastructure-là. Donc, si on est capable d'utiliser la force de ces réseaux-là ensemble pour être capable d'ouvrir des marchés, on va être plus fort là-dedans. Puis, ça va permettre à plusieurs joueurs, pas juste les grands, d'avoir accès à des marchés différents à l'international. Monsieur Huneau, sur la question de regrouper là, des filières, comment vous le voyez, vous? Vous avez été délégué. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose et même en tant que financement là, au Fonds de solidarité, est-ce que ça l'aide à apaiser le risque, admettons, pour vous? À votre question, est-ce qu'on l'a vu? Pas assez souvent. Je pense que maintenant, il y a un climat, il y a quelque chose qui est favorable pour ça, puis on devrait le faire. Je pense qu'on veut l'encourager, c'est certain. Mais, puis je regarde encore, je reviens à un territoire que je connaissais bien, qui est la Californie. Les grands groupes du sud-est asiatique, ils sont présents. Puis à un moment donné, moi, souvent, j'essayais de parler aux entrepreneurs, je leur disais, là, prenez l'avion, venez en Californie, vous allez tomber, puis je le disais tout à l'heure, dans la 5e plus grande économie, mais vous allez pouvoir parler aux décideurs du Japon, de la Corée et de Singapour qui ont des bureaux tout alentour de la baie de San Francisco, qui sont souvent responsables au niveau de l'innovation, puis qui ont une responsabilité au niveau Nord-Amérique. Donc, allez chercher vos contacts là, puis après ça, vous traversez. Donc, il y a beaucoup de relationnel, mais la clé, vous l'avez dit, c'est de se regrouper. Mais encore une fois, je le répète, le Bureau des délégations, Investissement Québec, on a une force au Québec qui est unique et on devrait en profiter puis en tirer avantage. Effectivement. Vous êtes contente, Madame la ministre, qu'on en parle autant. Hein? Mais pour vrai, c'est quelque chose qui est pas suffisamment connu. Des fois, on voit ça juste comme quelque chose de diplomatique, mais il y a de l'aide concrète et directe qu'on peut avoir. Puis je pense que si tout le monde peut ressortir d'ici avec ça aujourd'hui, ça serait un point important. Avant de faire un petit dernier tour rapide, Monsieur Huneau, j'avais une dernière question pour vous. En ce moment, les entreprises vivent quand même des enjeux de liquidité. Faire des investissements pour la diversification, ça prend des liquidités. Est-ce que vous voyez que cet enjeu-là actuel freine certains élans de développement vers l'international ou on réussit à les pallier assez rapidement? Je pense qu'on réussit à les pallier assez rapidement, mais ce qui est important, puis j'écoute Mme Harvey, je t'écoute toi, ça nous prend des entrepreneurs ambitieux aussi. Il faut être capable de vouloir augmenter. Il y a des situations où il y a des entreprises qui sont dans une position puis qui se disent, ben moi, je suis relativement confortable. Puis je le disais tout à l'heure, c'est peut-être parce que la personne veut vendre bientôt, mais on a des fleurons, mais il faut s'assurer. Puis souvent, c'est pas une question de manque de financement, c'est l'ambition. Il faut que nos entrepreneurs deviennent encore plus ambitieux. Il y a des places à prendre, puis vous parliez tout à l'heure, Mme White, de la défense qui nous amène à l'aéronautique. Quand on regarde les chaînes d'approvisionnement, là, il y a des endroits où on peut être des champions. Il faut juste trouver les bonnes plateformes. Puis souvent, ça peut être de commencer à consolider le marché ici, puis après ça, devenir un consolidateur, devenir un champion à l'international. La clé, c'est de devenir, il
Il faut voir plus large, il faut devenir des champions à l'international. Et encore une fois, je me répète, je ne pense pas que c'est un manque de liquidité, je ne pense pas que c'est un manque de... Tu sais, quelqu'un qui va venir nous voir au fond, qui va dire, moi, là, je veux doubler ma capacité, j'ai des contrats, on va être là, la caisse va être là, IQ va être là. La question, c'est, as-tu l'ambition? Veux-tu le faire? As-tu la bonne équipe avec toi? Puis je rajouterais que l'ambition, c'est une chose, mais il faut oser rentrer des partenaires financiers avec nous. Si on veut connaître la croissance astronomique ou si on veut investir en innovation, en productivité ou à se diversifier. Et ça, on a plusieurs entrepreneurs qui ont peur de perdre ce contrôle-là. Alors, il y a peut-être une éducation aussi qu'on doit faire à la nouvelle génération, que des partenaires financiers, c'est du fuel jet dans une compagnie, là. Oui. Ça sort un peu de la zone de confort de base, mais c'est nécessaire si on veut y arriver. Oui, Jen? I just wanted to add a thought as well. Diversification doesn't always mean a new country, new market. Diversification can also mean some of the new trends or investment themes that the country is signaling it's getting into. We're going to be increasing defense spending, tremendous opportunity. I was last week with Bombardier Defense. They're seeing tremendous opportunity. The country has procured a new over-the-horizon radar system. I don't know if you caught the news in March, $6 billion investment. It's Australian technology, but it's going to be 100% localized in Canada. So how do we build the supply chain here? How do we look for transition opportunities for certain sectors to move in and support that? Laurent, you'll be happy to know they haven't figured out how they're going to power these yet. I think nuclear is a very good solution. So I think there's huge diversification within our economy as well, which lets our companies build scale and then also positions us for external growth. C'est très vrai. Et pour le secteur manufacturier particulièrement, je pense qu'il faut qu'on soit inclus dans le développement de ces stratégies industrielles-là si on veut y arriver. Il nous reste seulement quelques minutes, mais j'aimerais faire un petit tour rapide de vous en terminant pour clore le tout. En vous demandant, c'est peut-être quoi le principal conseil que vous donneriez à une entreprise là, qui ne sait pas où regarder et qui est prêt à se lancer dans une diversification? Peut-être M. Nollet pour commencer? Oui, c'est vraiment je vous dirais, d'établir des liens de confiance, peu importe. On parlait d'ambition, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, puis on l'a vu dans les conférences précédentes. L'ambition amène... nous fait fuir la stagnation. La stagnation détruit, que ce soit dans quel domaine. Il faut tout le temps innover, il faut tout le temps être au-delà, au-devant de ce qu'on a actuellement. Et l'ambition joue vraiment un rôle capital dans l'évolution d'une entreprise, puis aussi d'aller chercher des partenaires autour, parce qu'il n'y a personne qui veut être toujours au même niveau. Alors, quand tu emmènes un projet ambitieux, quand tu as une belle vision et que tu es capable de développer aussi, l'ambition se joue sur plusieurs points, plusieurs aspects aussi. C'est autant de développer à l'international comme autant de développer le marché, le produit, etc. Alors, moi, ce serait mon conseil que j'aurais à donner. Madame Harvey? Moi, j'aurais dit oser et croire en nos capacités, mais juste assez pour prendre le risque, mais pas trop pour pouvoir se retourner vers des gens qui l'ont déjà fait puis qui ont de l'expérience qui peuvent t'accompagner. Je pense que c'est la contrepartie à oser. Oser, mais bien encadré. C'est très intéressant. Puis je rajouterais peut-être, parce que vous l'avez dit tantôt, puis c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé beaucoup, la patience. Il y a quand même un élément de patience là-dedans, puis ça recoupe un peu le relationnel, le prendre le temps de regarder avec les partenaires. On parle de diversification, on en parle positivement aujourd'hui, mais on est tous conscients, je pense ici, que c'est quand même un travail de longue haleine qui ne se fait pas en claquant des doigts. C'est 3 à 5 ans minimum, développer un nouveau marché. Mais il faut le voir puis avoir cette vision-là si on veut y arriver. Madame Biron, vous, est-ce qu'il y aura un conseil que vous feriez aux entreprises? Je pense qu'il faut être confiant. Puis c'est vrai qu'on dit c'est long, diversifié, mais il y a du court, il y a du moyen, puis il y a du long terme. Puis il y a chaque étape à passer. Puis ce qui se passe, c'est une redéfinition des réseaux. Puis aussi des marchés, on parlait de la défense, des réacteurs nucléaires, Atkins réaliste, québécois. Ça se redéfinit. Alors, en défense, il va y avoir des nouveaux marchés pour nous au Québec,
à l'intérieur de la part du Canada, mais aussi du Québec directement, d'un État infranational à un autre. Puis je vous dirais qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, l'avenir est à l'infranational. L'avenir est aux relations avec les petits marchés, les plus petits gouvernements qu'avec les grands ensembles. Et au Québec, c'est ça qu'on fait parce qu'aux États-Unis, ils veulent continuer à travailler avec nous. Bien, merci beaucoup, Mme Biron. Ça va avoir été le mot de la fin pour ce panel-là. On vous a laissé la dernière intervention. Je tiens à remercier tout le monde. On a eu, je pense, des interventions très pertinentes. On aurait pu parler, je pense, pendant 1h30, 2 heures, si on avait eu le temps. Mais merci beaucoup de votre perspective. Je pense que c'est quelque chose qui est encourageant. Il faut continuer à être aussi positif, de démontrer qu'il y en a des solutions au contexte difficile qu'on vit actuellement. Et merci d'avoir été présent avec nous.